Maintenant, pour mettre en place un plan HACCP, on a besoin de respecter 12 étapes. La première étape, c'est de constituer une équipe HACCP. Donc, lors de la définition d'un plan HACCP, la première étape est de former une bonne équipe compétente pour aider à mettre en place le système HACCP. Cette équipe doit être spécialisée dans le ou les produits transformés par l'établissement ou l'entreprise. L'idéal est de former une équipe diversifiée, incluant des membres venant de la production et d'autres venant du système de management de la qualité. Leur travail est de renseigner sur les normes et les lois en vigueur afin de proposer une méthode HACCP valide qui réponde aux attentes des autorités. Donc, cette équipe doit être dirigée par un expert de la HACCP et il est important de noter que si les experts ne sont pas présents dans l'entreprise, il est possible et même recommandé de faire appel à des professionnels tels que des laboratoires d'analyse ou bien des experts indépendants. L'équipe définit dans un premier temps le champ d'études, tels que les segments alimentaires concernés, les classes générales ou les dangers à couvrir. Il est très compliqué de réaliser un système HACCP par un aliment ou par recette. C'est pourquoi, dans le monde de la restauration, il est accepté de fonctionner par groupe d'aliments, par exemple. On passe maintenant aux deuxième étape, décrire le produit. Cette étape consiste à décrire l'ensemble de matières premières, des ingrédients et des denrées alimentaires, travaillant ainsi qu'à définir les produits intermédiaires et le produit fini qui seront préparés. Grâce à cette liste, il est possible de définir les risques sanitaires propres à l'établissement, ainsi que d'évaluer la probabilité qu'ils apparaissent. Les risques varient d'un secteur de l'alimentation à un autre. Chaque produit a ses spécificités qu'il est important de connaître ou de comprendre. Ainsi, pour chacun des produits, il est nécessaire de lister les points suivants. Première chose, la structure physique ou bien chimique du produit, les conservateurs utilisés, les pH, les additifs, les traitements, congélation, saumurage, la salaison, etc. Le conditionnement, le stockage, environnement de stockage, la conservation, la date limite de conservation ou bien la date de durabilité minimale, et enfin la distribution. On passe maintenant à la troisième étape, c'est de déterminer l'utilisation prévue du produit. Donc pour chaque produit, l'utilisation prévue doit être définie. Qui sera le consommateur? Comment le produit sera consommé? Dans quelles conditions sera-t-il consommé? Le consommateur fait partie d'un groupe vulnérable ou non? Donc les allergies, etc. Il est important de penser à toutes les situations sanitaires pouvant impliquer le produit. Par exemple, les allergènes, les contenus dont le produit peuvent être source de problèmes, les produits sont-ils destinés à être consommés par des enfants ou bien par des nourrissons. L'objectif est toujours le même. L'utilisation pose-t-elle un risque sanitaire pour le consommateur? L'usage auquel est destiné le produit doit être défini en fonction de l'utilisateur, donc le consommateur final. Dans certains cas, il peut être nécessaire de prendre en considération les groupes vulnérables de population. Par exemple, dans la restauration collective, on a les EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Passons maintenant à la quatrième étape, établir un diagramme des opérations. L'équipe HACCP doit créer un diagramme d'opération ou de fabrication du produit fabriqué dans son établissement. Donc ce diagramme doit comprendre toutes les étapes de fabrication d'un produit, de la matière première à son stockage, bien sûr en passant par la transformation au produit fini. Si les opérations sont similaires, il est possible d'utiliser le même diagramme pour plusieurs produits. Ce diagramme des opérations permet de représenter le flux de production afin de prendre des décisions qui sont basées sur une vue d'ensemble qui est claire et précise. Une fois on a établi notre diagramme des opérations, on passe à la cinquième étape qui est de confirmer la mise en place du diagramme de fabrication. Une fois réalisé, le diagramme des opérations doit être validé sur le terrain
par une ou plusieurs personnes ayant bien sûr suffisamment de connaissances et de compétences. Lors de cette étape, il est important de noter tous les écarts qui sont constatés avec la procédure réelle pour ensuite les intégrer dans le diagramme. Les experts terrain sont amenés à détecter des erreurs ou des oublis qui sont souvent issus d'un manque de connaissances métiers de l'équipe HACCP. Par exemple, l'équipe HACCP n'a pas mentionné dans le diagramme une étape quelconque. Par exemple, entre deux procédés de fabrication, une denrée est provisoirement stockée pendant environ 10 minutes dans une enceinte froide. Cette étape a priori négligeable est pointée du doigt par l'expert terrain qui indique que lors du stockage, la denrée est à risque de toucher d'autres denrées potentiellement allergènes. Donc l'étape de stockage pose un problème là, car on risque d'avoir un contact avec des denrées allergènes. Un risque est identifié et l'étape est intégrée dans le diagramme. Maintenant, on passe à la 6e étape. C'est d'énumérer tous les dangers potentiels associés à chacune des étapes. Donc, grâce au diagramme des opérations et à la description du produit, l'équipe HACCP peut lister l'ensemble des dangers pouvant survenir lors des différentes opérations. Cette liste est très souvent grande. Il convient alors de trier des dangers par dangerosité afin de mettre des priorités. Une analyse de risque pour chacun des dangers mis en place doit être réalisée. Et pour cela, il est conseillé de définir les points suivants. Donc pour chaque risque, il faut définir les conséquences sur la santé, la probabilité d'apparition du risque, la survie ou prolifération du danger et les facteurs d'origine. Le 7e principe, c'est de déterminer les points critiques pour la maîtrise. Donc, ce qu'on a vu ensemble, maintenant, on vient à l'étape de la détermination des CCP. Et donc, grâce à l'analyse des dangers, l'équipe HACCP maintenant peut ensuite définir les points de contrôle critiques à mettre en place. Bien sûr, pour garantir la sécurité des consommateurs. Et donc, pour chaque risque, un point de contrôle doit être défini. Pour cela, il faut prendre en compte la dangerosité du risque. Donc, l'ensemble des points doit être documenté dans le plan HACCP. De tous les points critiques identifiés, certains peuvent permettre de contrôler plusieurs dangers et inversement. Si aucun point de contrôle ne peut être mis en place de manière fiable, alors les opérations de production doivent être changées. La 8e étape, c'est de fixer les seuils critiques pour chaque CCP. Et donc, pour contrôler et surveiller notre point critique, on a besoin des limites critiques. Et c'est ce qu'on veut dire par un seuil critique. Donc, le seuil de non-conformité et la tolérance définissent le seuil critique pour lequel le risque n'est plus maîtrisé. Les seuils doivent être mesurables et quantifiables. Pour cela, l'utilisation de mesures physiques est bien recommandée, comme par exemple la mesure de température, de durée, de pH, de pression, composés polaires, etc. Néanmoins, pour certains points, il est acceptable de se reposer sur le professionnalisme des collaborateurs. Par exemple, lors de l'émergement du plan de nettoyage, seule l'approbation du collaborateur garantit la bonne réalisation de celui-ci. La 9e étape, c'est la mise en place d'un système de surveillance pour chaque point critique. Donc, une fois les points de contrôle critiques et le seuil de conformité sont définis, un système de surveillance doit être mis en place pour garantir que les dangers et les risques mis en évidence soient bien contrôlés. Pour cela, une personne responsable doit être formée et nommée. Il est évident que cette personne doit maîtriser chacun des points de contrôle critique, donc les CCP. 2 types de suivi. Donc, on a 2 types de suivi pour la réalisation des surveillances. Le suivi des points de contrôle continu
Donc, les points de contrôle avec un suivi continu sont par exemple le suivi de la température, de la chambre froide. Les points de contrôle qui sont ponctuels, critiques, avec un suivi ponctuel. Par exemple, on a le suivi de la qualité des huiles, de friture ou des conditions de réception de marchandises. Donc, ce sont des contrôles qui sont fréquents, ponctuels. Ce type de suivi est aujourd'hui le plus courant. Donc, lors de la réalisation d'un point de contrôle, le collaborateur doit signer, bien sûr, émerger sa réalisation. Il est en effet obligatoire de garder une trace de toutes les réalisations passées. La 10e étape, c'est de prendre des mesures correctives. Donc, pour chacun des points de contrôle CCP, des actions correctives doivent être définies et réalisées en cas de non-conformité. Donc, bien sûr, en cas de non-conformité, on va réaliser des corrections. Donc, on va essayer de corriger le problème. Donc, c'est surtout des corrections de dépannage ou bien réaliser des actions correctives qui vont surtout prévenir l'apparition de ce danger en futur. Donc, on passe à la 11e étape, instaurer des procédures de vérification. Donc, les étapes précédentes définissent la méthode HACCP à suivre par les collaborateurs pour assurer la sécurité. Et maintenant, cette étape d'instaurer les procédures, on doit bien sûr vérifier la réalisation de toutes les procédures qu'on a mises en place. Donc, cette étape consiste à définir les procédures et les tests à réaliser pour s'assurer que la méthode HACCP mise en place permette bien de contrôler les risques. Et la 12e et la dernière étape, c'est de constituer un dossier ou bien des dossiers et tenir des registres. C'est ce qu'on appelle enregistrement. Et bien sûr, documentation. Donc, l'ensemble des procédures qui sont définies doivent être documentées de manière précise. Et bien sûr, elles devront être accessibles à tout moment par tout le monde.